non pas des journalistes, Jean-Michel, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais des éditorialistes, c'est-à-dire parmi les journalistes, ceux qui ont la parole en leur nom propre, quand 90 à 95% font campagne pour le oui, avec des arguments d'autorité, à savoir ceux qui ne sont pas pour le oui sont xénophobes, sont frileux, sont ringards, etc. etc. Libération, de ce point de vue-là, l'avait montré avec cette fameuse éditoriale de Serge July, insultant son propre lectorat, qui avait en majorité voté non. Bon. Quand il y a ce décalage avec une population qui a 55% vote non, nous devons, nous journalistes, nous poser des questions. Je pense que la dimension technique, purement technique, d'organisation du métier joue un rôle, la dimension économique, la précarisation des journalistes, bien sûr. Il y a une dimension culturelle qui est liée à la fois à l'émergence des chaînes d'information continue, de l'info, ce qu'on appelle bêtement d'ailleurs l'information en temps réel. Cette rapidité, ce rythme de l'information est venu se fracasser sur l'évolution culturelle des journalistes qui, généralement, sont formés dans des écoles de journalisme dont les bibliothèques sont quand même un élément assez peu important, et c'est quand même dommage, c'est-à-dire qu'il y a, dans le milieu journalistique, comme dans l'ensemble de la population, une perte de culture générale qui rend les journalistes dépendants du langage communicationnel. C'est-à-dire l'émergence de la communication s'est faite en parallèle avec cette impossibilité pour les journalistes de prendre du recul par rapport à ce langage. On est totalement dans Orwell. La novlangue communicationnelle doit être contrée par le rétablissement du vocabulaire. Quand ça n'est pas le cas, il y a un endoctrinement. Et d'ailleurs, il y a une autre dimension encore du problème qui est idéologique et politique. Laurent Geoffrin ironisait tout à l'heure sur le fait que nous aurions choisi Orwell sans savoir tout à fait qui il était idéologiquement. Il se trouve que, justement, quand nous sommes rencontrés sur une bibliothèque, il n'y a aucune contradiction, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette problématique, il y a l'émergence d'un problème économique. Pourquoi toutes ces questions de société sont devenues si difficiles à traiter? Parce qu'elles sont devenues un enjeu pour une pensée, notamment une pensée de gauche, qui a abandonné les questions économiques. C'est parallèlement au renoncement à la remise en cause de la financiarisation de l'économie, du thatcherisme et du régalisme imposé à tous, c'est parallèlement à l'abandon de tout cela qu'on a vu émerger un terrorisme intellectuel sur les questions de société. Et c'est pour ça que je trouverais dommage d'en rester à ces questions uniquement de société, parce que les données économiques sont très mal traitées dans la presse. On l'a vu sur la question de l'euro, notamment. Il est tout de même extraordinaire que dans une campagne européenne comme celle que nous avons vécue il y a 2 ans, il ait fallu attendre la dernière semaine avant le scrutin pour que la presse quotidienne mette en avant un débat sur l'euro. C'est tout de même hallucinant. Et encore, en renvoyant systématiquement ceux qui mettaient des doutes sur la pérennité et l'efficacité de l'euro, en les renvoyant systématiquement, évidemment, au Front National. Donc ça nous révèle que c'est dans ces questions-là, dans l'impossibilité de remettre en cause un système économique qui, malgré tout, a conquis l'ensemble, on va dire, de la pensée dominante, un système économique libéral technocratique tel que l'Europe en est une des quintessences, c'est là-dessus que ça se joue. Parce que je crois que ces questions-là sont liées. Et c'est en ça que la pensée d'Orwell nous l'apprend, et qu'il y a en effet, de la part de toute une presse qui se croit de gauche et qui estime que c'est à elle de décerner les médailles de gauche, eh bien, il y a une absence, comme un point aveugle, une incapacité à penser la question économique.